que Réponds à la question. notre proposition est de partir d'un Premier ministre issu de la gauche, porteur des priorités du programme du Rassemblement de la gauche et des écologistes qui s'appelle Nouveau Front Populaire. Moi, j'ai pas pris le logo NFP. J'ai eu une candidature soutenue par la France Insoumise face à moi. Mais ça m'a pas empêché, parce qu'on peut pas me suspecter de pas être un homme de gauche, d'avoir défendu un certain nombre de ses propositions. Mais la réalité oblige, la réalité électorale, de dire qu'on ne peut pas appliquer 100% de ce programme-là. Et donc, si on veut, et c'est le vieux débat qui traverse la gauche, Éric, depuis un siècle, c'est de savoir si on prend des prises d'avantage quand on veut le faire, ou est-ce qu'on promeut le grand soir en permanence. Voilà. Là, en l'espèce, si on peut faire des avancées... Ce que nous avons toujours dit, d'accord. La même chose d'ailleurs que Lucie Castet, ou même qu'Olivier Faure. Attends, t'as dit quoi? Attendez, je lis vos messages, les mecs, c'est super important que vous participez aussi à ce débat, parce que vous avez des choses intéressantes à dire. Mais de fois, on a élu des macronistes au Parlement pour battre le RN, et maintenant on se plaint de ça. Je suis désolé, mais c'est mérité. Bah, ce bordel, comme on le dit, les mecs, ça c'est de la politique de télé-réalité. Évidemment que ce bordel-là, on l'a un peu mérité, en quelque sorte, parce qu'il y a des électeurs qui ont suivi comme des moutons les désistements des macronistes enfin, pas pour la LF, non, les désistements des LFistes pour aller voter Macron. Moi, je l'ai toujours dit sur mon stream, je suis contre cette idée de donner des sièges aux macronistes. Ça a donné des Elisabeth Borne, Madame 49.3, ça a donné des Gérald Darmanin, ça a donné des François Hollande. Les mecs, je suis désolé, c'est une folie. Donc oui, on a élu des macronistes au Parlement, on doit en payer les conséquences, c'est mérité, je ne sais pas si c'est mérité les mecs, hein. Peut-être que c'est mérité parce que Macron nous traite d'anti-républicains carrément. C'est une insulte de nous traiter d'anti-républicains. Ah mon gars, je partage ton message, Mora. C'est mérité, la situation est méritée. Oui, donc maintenant on pleure des macronistes. Après, les gars, on pleure parce que la situation, elle est nulle à chier. Évidemment qu'on va essayer de trouver des coupables, les mecs. On est coupable de tout ce qui se passe, les mecs. On est coupable de tout. Les macronistes sont coupables, les LFI sont coupables, tout le monde est coupable, sauf Macron. C'est ça qui me rend ouf. Macron n'est responsable de rien. C'est grave quand même. Puisque j'étais aux universités d'été du PS. Ils sont tous responsables, tous. Nous voulons un gouvernement qui porte le programme du Nouveau Populaire, parce qu'à l'époque, c'était déjà l'idée de faire quelques points un peu communs, ceux qui étaient pour ça, pour faire une espèce d'alliance avec les macronistes. N'oublions pas. Et nous avons dit que les compromis, on les trouverait avec l'Assemblée. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé sur le budget. Donc tu es d'accord pour chercher des compromis, avec l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas pour aller chercher des compromis avec M. Attal, qui ne changera rien de politique, parce que nous savons... Mais c'est là qu'il y a une contradiction, Éric. Non, c'est pas une contradiction. Il y a une contradiction majeure dans la situation dans laquelle on est, si on veut offrir à la fois des avancées pour nos concitoyens sur les combats que nous menons. On ne peut pas être dans la posture agentatoire. Jérôme, juste 2 secondes. Nous avons prouvé une chose lors de la discussion budgétaire à laquelle tu étais. Elle casse les couilles. Elle casse les couilles, on va Berger avec ses commentaires, elle fait les bacs. Oui. D'accord. Nous avons prouvé sur le PLFSS et le projet de loi de budget de l'État que nous étions capables de faire passer des mesures, par exemple, de taxation des ultra-riches ou de taxation des grandes entreprises ou de cotisation sur les dividendes dans le projet de loi de finances que jamais aucun macroniste n'aurait accepté comme discours commun. Il se trouve que dans l'Assemblée, il y a des majorités à un moment donné concrètes qui peuvent se faire sur nos bases. Ça, oui. Imaginez qu'avec M. Attal, on fasse un programme commun qui fait que M. Olivier Faure hier a commencé à dire que l'abrogation des réformes des retraites, on va d'abord faire une conférence de financement avant, etc. Mais c'est ça la logique de compromis. Voilà. Je peux te l'illustrer sur cet exemple précis auquel je suis attaché. Je n'ai pas ménagé ma peine dans le combat sur la réforme des retraites. Et si on avait eu une majorité, nous aurions abrogé la réforme des retraites. Mais nous ne l'avons pas à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr qu'on l'avait. Un gouvernement qui n'est pas censuré. Et que par conséquent, oui, mais on va pas... Mais voilà, mais Eric, il a raison. Pourquoi Jérôme Guedj, je sais pas moi, il dénonce pas l'obstruction parlementaire? Donc là, ça veut dire que le mec, il veut abroger la réforme des retraites, il a pas réussi à le faire, il le dénonce pas, l'obstruction, mais ça ne le dérange pas de faire alliance avec les macronistes qui ont foutu le bordel à l'Assemblée pour empêcher la réforme des retraites, l'abrogation. Rendez-vous compte de cet enculé. Rendez-vous compte de c'est qui ce mec, les gars. Il veut bosser avec ces enculés. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est des macronistes déguisés, je te jure, Molboy, t'as raison. C'est des macronistes déguisés. Jérôme Guedj, il est pas dans ça. Il a rien compris, gros. Il a rien compris.
Faut pas vendre du rêve quand c'est pas possible. Elle aurait pu être votée. Merci Zana pour le seul. Elle se serait enlisée au Sénat. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique pour avoir des victoires. Les victoires qu'on peut avoir sur ce sujet précis. Il est sur le coup. Comment ça ? Y compris en embarquant les autres forces politiques, c'est de regarder dans quelle mesure on fait un compromis. Ça peut être en l'espèce, je le dis, un gel ou une suspension de la réforme des retraites, en renvoyant à 2027 le sujet de la réforme. Voilà, maintenant il parle de gel ou de suspension de la réforme des retraites alors que tout le monde a signé pour une abrogation de la réforme des retraites. Écoutez les discours comment ils changent. Le PS ça a toujours été un problème les mecs, toujours. Des retraites et en le faisant trancher par les Français à l'élection présidentielle. Jérôme Guedj, Éric Coquerel, c'est passionnant ce qui se passe sur ce plateau parce qu'au fond, on a en quelque sorte les termes de l'équation qui sont posés. Étienne Gernel, on a deux tendances de gauche, l'une qui met en avant le compromis, l'autre moins. Mais attends, mais Tanguy, il a toujours pas parlé, frère. On veut l'entendre se jeter, nous. Mais sans voir il a pas dit un mot. Il a raison de dire que c'est une histoire qui traverse la gauche depuis la fin du 19e siècle. On connaît l'histoire par cœur. Maintenant, donc, le seul moyen d'avoir une vraie coalition qui tient à peu près, c'est évidemment que le PS sorte de sa vassalité par rapport à LFI, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen de faire ça. Et je vois bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'Olivier Faure, c'est quand même un peu l'homme de LFI à l'intérieur du PS, à la tête du PS. Maintenant, je voudrais quand même ajouter quelque chose parce qu'on parle d'équation. Là, on ne parle que d'équation politique. Il y a une équation économique. Si on veut avoir un défaut de paiement, il faut abroger la réforme des retraites. Ça abrège le problème, ça va beaucoup plus vite. Aucun voisin de la France, quand je dis bien aucun, c'est aucun, n'a un âge de la retraite qui est en dessous de 65 ans. Et il y en a beaucoup qui sont à 66 ou à 67 ans. Il y a quand même des réalités qui s'imposent. On peut très bien d'ailleurs souverainement décider de faire Et la réalité de la souffrance du travail aussi, elle s'impose. C'est une réalité. Et la réalité de la souffrance au travail, elle s'impose plus que des chiffres. Je sais bien que vous êtes sur une position très proche de LFI. Non, mais moi, je suis sur une position où on rencontre des gens qui sont bridés au travail. La position, ça, c'est la position. C'est pas un article dans le point. Elle est ultra minoritaire dans le pays parce qu'il y a des gens qui donnent leurs années d'existence par rapport à ça et qui ne peuvent pas considérer que l'argument, c'est le fait que la France fasse différemment du reste du monde. Je vais vous dire une chose. Ah bon ? C'est différent en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Je pense qu'on a eu raison au moment de la Révolution française de se dire que le reste du monde était sous des monarchies et qu'on passait à la République. Mais partout ailleurs en Europe, c'est horrible, c'est invivable. Alors, comment ? Partout ailleurs en Europe, c'est horrible. Mais sur un point particulier, Étienne, tu vois, à gauche, on peut avoir des convergences. Je préfère. En vrai, ça se passe comment dans les autres pays, les mecs ? 67 ans, l'âge de départ à la retraite, c'est quel pays qui a ça ? C'est l'Allemagne, il a dit, je crois. Comment c'est possible, les mecs ? 67 ans. Mais du coup, leur espérance de vie, ils jouissent de leur retraite pendant quoi ? Pendant 10 ans. Après, ils meurent à quoi ? À 77 ans, 80 ans, un truc comme ça. Une bonne partie de l'Europe. Putain, ils ont accepté ça, la population des autres pays. Putain, mais c'est ouf quand même. Après, ils ont 35 ans d'annuité au lieu de 42. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les annuités aussi, les mecs. Mais ça, le plateau, ils le disent pas. Mais heureusement que vous êtes là, le chat. Mais c'est vrai que les annuités sont différentes d'un pays à un autre. Les durées de cotisation, mais ils disent pas tout. Putain, merci d'être là, les gars. Oh. Je préfère notre système de retraite français qui est jugé généreux, mais qui fait qu'il n'y a que 7% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté, alors qu'en Allemagne, c'est 3 fois plus. Et donc, à un moment donné, la singularité française, le partage des richesses, la sécurité sociale, les retraites, Étienne Gernel. ne passe pas par-dessus bord. Je pense même que, vous savez, c'est né au Conseil national de la Résistance. Juste pour que ce soit, s'il vous plaît, c'est pas avec les macronistes que vous allez rentrer. Bon, Jean-Philippe Tanguy, essayez de rendre ce débat un tout petit peu audible. J'ai pas énormément parlé. Ouais, mais justement, je vous donne la parole. Compromis nouveau, gouvernement d'intérêt général. Là, ce qui est frappant, Jean-Philippe Tanguy, c'est que peut y avoir, alors pas des convergences, mais en tout cas des discussions en Verger qui parlent à Jérôme Guedj, Éric Coquerel. Ah mais ça, j'en ai jamais douté. Vous êtes totalement exclu de tout ça, donc au fond, tant mieux, vous étiez au centre du jeu tant mieux, il a dit. En essayant d'obtenir des compromis de Michel Barnier, et en fait, là, vous l'avez fait tomber, donc la solution, elle se fait sans vous. Ça vous plairait que nous disparaissions du jeu en seulement 24 heures. Je ne crois pas du tout que nous allons disparaître du jeu, monsieur. Et je pense même que tout cela, et la déclaration de monsieur Macron montre à quel point Marine Le Pen, en fait, révélait ce qu'il se trame depuis les législatives. Nous avons en fait un parti unique. Je pense que les Insoumis se sont liés à ce parti unique en pensant dominer les socialistes, en faisant réélire François Hollande, en faisant élire Aurélien Rousseau, artisan de la réforme des retraites de Madame Borne, et qu'ils sont dévorés par le monstre qu'ils ont mis en place, à savoir les sociotraîtres qui, constamment, depuis 50 ans, trahissent toujours le peuple français, à qui, parfois, malheureusement... Attendez, je fais un calcul vite fait, les mecs. Excusez-moi, je fais juste un petit calcul. Le Rassemblement national, c'est 124 députés, plus LFI, c'est 71. Ils ont même pas l'Assemblée. Enfin, ils ont même pas la majorité. Ça veut dire que là, s'ils excluent les extrêmes,
les extrêmes, je mets des parenthèses parce que l'extrême gauche, bon, ça n'existe pas. Ça veut dire que les macronistes, les socialistes, la droite républicaine, les écologistes, les démocrates, Horizon avec Édouard Philippe, peuvent travailler ensemble. Ils ont la majorité absolue. Putain. Attends, ils ont la majorité absolue, je crois. 6, 47, 8, 36, 34. Ouais, ils ont la majorité. 314 députés, putain. Ils font confiance, le peuple français fait malheureusement pas confiance. Il y a 300 députés de centre-gauche, les mecs. Non. C'est vraiment le scénario du pire, les mecs. Hein. Non, mais les mecs, j'ai compté aussi avec les LR. Si on efface les LR, ils ont quand même la majorité absolue. La droite républicaine, 47. 47. Attends. 47. Ah non. Ah. Attends, c'est combien la majorité absolue? Ça fait 267 députés. 267 députés. C'est 288, ouais, c'est ça. Ah, les gars, vous avez raison. Hein. Si, alors uniquement si la droite républicaine ne travaille pas avec les macronistes parce qu'il y a le PS, ils n'ont pas la majorité absolue. Ok. À des gens qui ne sont pas dignes de leur confiance. C'est triste. Moi, je pense aux électeurs de gauche qui ont pu se dire on va envoyer François Hollande à l'Assemblée nationale parce qu'on fait confiance à M. Mélenchon. Eh bien, M. Mélenchon n'est pas digne de leur confiance et M. Hollande encore moins. Voilà. Et la seule personne qui peut leur faire confiance... Tu es content qu'ils votent la censure avec vous enfin, en attendant, M. Tanguy, c'est nous qui avons mené cette motion sur laquelle vous avez voté. Mais, donc, voilà. Mais moi, je ne m'excuse pas d'exécuter... Vous avez un projet qui est similaire. Non, c'est parce qu'il y a une majorité d'électeurs en France qui ne voulaient pas entendre parler de la perpétuation. Aujourd'hui, sur les retraites, c'est le même projet. Sur les taxes... Ouais, c'est ça, les gars, ça donne ça à peu près. Ça donne ça. Donc, si ensemble, démocrates, Horizon, écologie, PS, LR, mais vas-y, LR, pas les 47, mais on va dire, je sais pas moi, il y a 22 LR, donc moins de la moitié qui vont voter, enfin, qui vont être dans ce socle commun, ça fait quand même 289 députés, les mecs. Hein. Et j'ai même pas compté les non-inscrits, les Lyottes. Peut-être que Lyottes, ils vont travailler aussi avec les macronistes, les mecs. Bah ouais, si Lyottes travaille avec les macronistes sans LR, ça donne 290 sièges, les gars. Il y a les non-inscrits aussi, on peut mettre les non-inscrits, et puis ça donne 299, hein. Putain, les mecs, non. Putain. Mais me dites pas que le PS va prolonger le macronisme. Me dites pas ça, les mecs. C'est quoi ça? Merci Zach pour le sub. En plus, ça fait la moitié pile poil, hein, ouais. Ah là 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 là. Vous y croyez ou pas, les mecs? Moi, j'y crois pas. J'ai envie de pas y croire. J'ai envie de pas y croire. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est ric-rac. Moi, j'y crois pas. Never. J'y crois pas, les mecs. S'il vous plaît, pas tous en même temps. On essaie juste de faire un truc que ce soit dit. Terminer mon propos. En fait, ce que ne supporte pas Emmanuel Macron ce soir, c'est que le peuple français, à travers les représentants du Rassemblement national, ont exercé leur pouvoir souverain de dire stop à un gouvernement qui ne les représentait pas et qui ne pouvait pas les représenter. Et ça, c'est pour ça que tout le système, depuis une semaine, a crié au chaos, au désastre, comme à chaque fois qu'il y a un référendum dans ce pays qui leur déplaît, parce que le peuple français s'exprime, il crée au désastre et ils veulent effacer la parole du peuple. Là, le peuple s'est exprimé par la censure. Et bien, M. Macron dit le peuple me reproche d'être responsable de la situation. Eh bien, je le balaie de mon mépris et je n'ai rien à dire au peuple français, à part si on l'écoute, que c'est lui à tout seul qui est responsable du miracle de Notre-Dame de Paris. Donc, quand on est à un tel niveau de déconnexion, de mégalomanie et d'égocentrisme, moi, je suis très inquiet pour la 5ème République avec... C'est vrai qu'il a... mais c'est vrai, les mecs, il a flexé, hein, sur les JO. Limite, c'est les JO, c'est grâce à moi. Le Notre-Dame, c'est grâce à moi. Les gars, c'est pas possible d'entendre des discours pareils de la part de Macron, quand même. À quel moment on n'attrape pas sa veste, putain? Venez pas la police, hein, je rigole, c'est de l'image. Hein. On est dans du divertissement, on appelle ça de divertissement. Venez pas toquer à ma porte, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Mais c'est pas possible. Il a raison. Comment ça, il a raison? Macron, il a raison de flexer, tu veux dire, Samira? Emmanuel Macron à sa tête. C'est-à-dire que vous appelez à la démission du président de la République? Vous qui plaidez normalement pour la stabilité des institutions. Vous voulez savoir ce que je pense? DGSI, bonjour. Je vais vous dire, je le dis souvent. Monsieur Macron, par son allocution, en fait, démissionnait de ses responsabilités ce soir. Au contraire. Parce qu'il n'avait rien à dire aux Français. Pas un mot
à part se regarder le nombril et croire que c'est lui qui a reconstruit Notre-Dame. Monsieur, il était maître des horloges, il est donc aussi maître des maçons et maître de la reconstruction de Notre-Dame. Ce n'est pas lui qui a reconstruit Notre-Dame, c'est le génie des artisans français, c'est les architectes de France, un corps d'État qu'il supprimerait s'il en avait d'ailleurs la possibilité. Et le fait qu'il ait pris la parole ce soir, seulement 24 heures après un fait aussi historique que la censure, et qu'il n'ait rien d'autre à dire que je n'ai rien à écouter du peuple français, je trouve... Et pas un mot pour les dom-toms, les mecs, hein, pas un mot pour les dom-toms. Macron, c'est une dinguerie, Macron. Mais qui es-tu, Macron, les mecs? Qui es-tu, Macron? Emmanuel Macron. Je trouve ça scandaleux. Et aujourd'hui, peut-être c'est une nouvelle grenade dégoupillée qu'il a lancée dans l'Assemblée nationale pour qu'en fait, le macronisme retourne au socialisme. Votre patronne, si j'ose dire, Jean-Philippe Tanguy, réagit. Marine Le Pen, petit rappel au président Macron, censé être le garant de la Constitution. La censure n'est pas anti-républicaine, elle est prévue dans la Constitution de notre 5e République. Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Votre analyse de la prise de parole d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. La censure n'est pas anti-républicaine, elle est prévue dans la Constitution de notre 5e République. Et c'est à peu près les mots que Mélenchon il avait prononcés tout à l'heure sur TF1. Oui, c'est le peuple qui s'est exprimé, ce n'est pas anti-républicain de censurer un gouvernement. Et Macron, il a fait une faute politique à dire ça, les mecs. Hein. Il a fait une faute politique, comment on peut dire ça? Genre, comment on peut dire ça, que c'est anti-républicain, alors que c'est dans la Constitution? C'est pas possible, genre. Il est bon, Tanguy. Si c'est pas trop le RN, s'il vous plaît, le chat. Si c'est pas trop le RN, attention, attention, attention. Philippe Tanguy dit, au fond, il a parlé pour ne pas dire grand-chose. Des échanges passionnants ce soir de la classe politique. Pas l'esquisse d'une sortie de crise qui permettrait d'éviter la censure prochaine d'un éventuel gouvernement. Ce qu'on retient de la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est qui prend acte de la démission de Michel Barnier, qui nommera dans quelques jours un Premier ministre, qu'il ne démissionnera pas, qu'il demande au prochain gouvernement d'être un gouvernement d'intérêt général, et au fond, qu'il accuse un front anti-républicain d'avoir censuré le gouvernement précédent. Si je suis un peu sévère, je dirais que tous ces éléments-là tenaient en un communiqué. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait un besoin d'allocution pour dire tout cela. Réexpliquer la dissolution, il ne va pas assez loin. Il l'a déjà fait cet été. Il n'apporte pas davantage d'éléments dans ce qu'il dit, ce soir. Bon, attends, on s'en fout de ce qu'elle raconte. Hein. On va quand même écouter, les députés. C'est plus important quand même que des journalistes de cons. Ouais. Pourquoi ? Qui plus est vous, Jérôme Guedj, qui, on le disait quand même dans le début de votre mandat, n'avait pas eu le sceau de LFI, avait même eu un adversaire LFI face à vous. Avait été maltraité par LFI. Ils vont punir après, ils m'ont empêché de devenir président de la commission des affaires sociales. Qu'attendez-vous pour acter une forme de distance avec la France insoumise? On ne peut pas faire plus. En fait, ce que je comprends, c'est que vous relance encore. Aujourd'hui, nous souhaitons un accord. Mais parce que c'est comme si je disais on veut pas d'un tel, etc. Les gens se prononceront sur le contenu programmatique. Pardon, j'ai pas et s'ils nous disent dès l'instant où vous le cul entre deux chaises. Voilà, vous restez le cul entre deux chaises. Alors, moi, ce que vous appelez le cul entre deux chaises, joliment, moi j'appelle ça avoir une position centrale. Parfaitement française. Merci Yann. Elle est un peu bancale. Juste, Jérôme Guedj, parce que elle est malade ou quoi, Apolline de Malherbe? Mais c'est une dinguerie, contrôle ton jeu, ma gueule. Chaise est bancale, dit Robert. Contrôle ton jeu. Question de comprendre ce qui est en train de se jouer, puisque Néla Latrousse nous dit effectivement que le président de la République va recevoir les présidents de groupe et les chefs du Parti socialiste, de la droite républicaine et du bloc central. Ça veut donc dire, si je comprends bien Néla, mais corrigez-moi si je me trompe, que ici, Éric Coquerel est exclu et que Jean-Philippe Tanguy l'est aussi. Vous allez y aller? Nous avions proposé aujourd'hui Patrick Caner, Olivier Faure et Boris Vallaud, les deux présidents de groupe et le chef du Parti socialiste, ont indiqué à Emmanuel Macron qu'avant de nommer un prochain Premier ministre, il fallait qu'il rassemble l'ensemble des présidents de groupe et chefs des partis de l'arc républicain pour pouvoir justement réfléchir aux thématiques partant, je le redis, du programme de la gauche, parce que cette préférence a été donnée, et cherchant les points de compromis qui peuvent être construits, à commencer par le budget. Vous allez y aller. On ira, mais alors même que certains de vos partenaires ne sont pas conviés. Oui, mais moi je regrette, parce que je suis d'accord avec Éric Coquerel sur ce point assurément, c'est que beaucoup des députés
du bloc central ont été élus parce que le Front républicain a fonctionné et leur a permis d'être députés pour empêcher à Jordan Bardella d'être Premier ministre. Et donc, passer ça par-dessus bord, ce n'est pas très respectueux de cette chose sacrée qui s'appelle le suffrage universel. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on en soit encore là. En fait, j'ai l'impression d'entendre exactement le même discours que celui qu'on avait le 7 juillet au soir. Non, il a bougé. Sauf que depuis, il y a quand même eu une motion de censure. Donc à un moment, il faut de la clarté. Est-ce que nous, on est prêts à faire un pas? Moi, depuis la Suisse, on voit que le compromis dans votre politique française, car tout le monde regarde son nombril, et Guedj, qui veut se lier avec Macron, Aurore Berger fout la merde en demandant s'il veut la LFI avec, donc elle ne cherche pas vraiment le compromis. Si ça continue comme ça, vous irez droit dans le mur et il y aura des dégâts économiques forts pour vous et aussi pour nous les Suisses. Attends quoi? Le fait que la France soit aussi instable, ça va ricocher sur un pays aussi riche que la Suisse? Oh bon? Sérieusement? Moi, je sais pas, hein. Il y aura un impact économique, ça va ricocher sur la Suisse, oh. Bon, je sais pas, les gars. Sur le compromis et sur une ouverture plus grande qu'à celle qu'on a faite à la droite républicaine, la réponse est oui. Et sur quoi, par exemple, Laurent Berger? Déjà, ne serait-ce qu'à d'autres forces politiques. Par contre, il y a une ligne rouge très claire. Ils se débrouillent très bien sans nous, les Suisses, quand même. Que cette alliance nouvelle, cette coalition nouvelle ne peut en aucun cas comprendre la France insoumise. Tant que le Parti socialiste n'est pas capable de lever ça, de dire clairement... Enfin, en fait, c'est trop facile. À chaque fois qu'il y a une ligne rouge franchie, vous faites un tweet, vous vous offusquez, c'est un scandale, Mélenchon a encore fait ça, X a encore fait ça, c'est scandaleux. Et à la fin, c'est quoi la conclusion qu'on en tire? Est-ce que vous pouvez nommer le ça? Est-ce que vous pouvez nommer le ça? Mais le ça, mais c'est des choses graves. C'est le Hamas qui n'est pas une organisation terroriste, c'est Adrien Quatennens qui était réinvesti alors qu'il avait été condamné pour violence conjugale, c'est une proposition de loi des Insoumis qui a été déposée pour supprimer l'apologie du terrorisme. Et à chaque fois, t'es le premier à t'offusquer, à tweeter, à dire c'est un scandale, je ne partage rien avec eux. Et quand on pose la question... j'ai fait plus que m'offusquer, j'ai décidé de me présenter et de prendre le risque d'être battu à une élection pour être en cohérence avec un certain nombre de principes et pour rejeter une brutalisation de la vie politique qui, je le dis, je le regrette, Aurore, laisse-moi terminer, je le regrette parce que ça aurait pu se passer autrement, empêche la gauche de gagner. Et je regrette, et c'est la raison pour laquelle... Mais c'est eux qui prendront leurs responsabilités. Ils prendront leurs responsabilités en ne venant pas... On ne peut pas dire plus clairement... Mais les gars, ça parle de LFI comme des pestiférés, les mecs. Ça veut exclure vraiment la LFI de l'arc républicain, et Aurore Berger, elle est profondément anti-Mélenchon et anti-Marine Le Pen, elle, hein. C'est ouf quand même, hein. Si, on peut le dire plus clairement. Vous avez trouvé ça clair, vous? Éric Coquerel, vous trouvez ça clair, vous? Ah non, mais je suis un peu atterré, mais je vais y venir. Très clair? Ouais, depuis